Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il est temps de faire un petit peu le bilan sur le petit camping-car. Tout simplement, je l'ai acheté sans avoir aucune expérience en camping-car, mais en ayant une bonne base, on va dire, en mobil-home. J'ai passé 3 ans en mobil-home, donc on va dire que niveau espace restreint, j'ai l'habitude. Et aujourd'hui, donc c'est le bilan, donc tout simplement les points forts d'un camping-car. Les points faibles, donc camping-car, van life, alors même s'il y a des choses qui vont varier, bien sûr, mais ne serait-ce que le fait, on va dire, d'être nomade, tout simplement, de ne plus vivre dans une maison spécifiquement en dur, même si juste avant j'avais passé donc 3 ans en camping-car. Bon, déjà pour commencer, il faut savoir qu'il y a eu le confinement, donc forcément je suis resté un bon moment à l'intérieur. Alors je pouvais sortir de par mon travail, vous le savez, Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, donc toutes ces livraisons, je pouvais sortir pour effectuer donc ces livraisons, mais tout simplement je suis pas mal resté dedans sur un parking, tout simplement, vous le savez. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que je sais que pour se stationner proche Paris c'est compliqué. J'ai trouvé une place pour le moment, ça fait depuis le mois de février que j'ai pas eu de soucis, que j'ai pas eu de problème, de comme quoi oui mais tu gênes, oui mais tu dors ici, patati. Mais bon bref, donc je pense avoir plutôt bien fait le tour de la question, même si ça fait pas un an, ça fait environ 6 mois du coup que je suis dans le camping-car en continu maintenant. Bon, déjà on va parler du point qui me semble important, on va dire l'espace à l'intérieur. C'est un petit camping-car, il fait 5,20 m de long, il fait 2,80 m de haut, donc c'est vraiment pas un gros modèle. Pour moi tout seul, j'ai pas de soucis. J'ai fait une sortie donc avec ma copine, j'ai pas eu de soucis non plus. J'ai fait des déplacements avec ma mère quand je venais de la voir, j'ai pas eu de soucis non plus. Franchement, point de vue de l'espace, c'est tellement bien optimisé en fait que je me sens pas étouffé. Pour ceux qui ont suivi la chaîne, vous avez vu quand je vous faisais des vidéos de présentation de camping-car que dans certains camping-cars je me sentais pas bien parce que je trouvais que c'était, je vais pas dire mal agencé, c'était bien agencé, mais je me sentais étouffé, je me sentais vraiment trop serré. Celui-ci me semble bien à mon goût, bien sûr, après les goûts et les couleurs changent, mais pour mon utilité tout simplement, il me convient amplement. Même à 2, à y vivre en continu, il n'y aurait pas de souci là-dedans. À 4, ça me semble beaucoup plus compliqué, mais pour 2 personnes, on va dire un couple à 2 personnes, il n'y a pas de souci. Même si c'est 2 personnes pas en couple, bon, on peut s'arranger, ça va aussi. Mais voilà, clairement, le fait de vivre dans petit ne me pose aucun souci, et je pense que c'est une des premières choses à voir si vous voulez vivre aussi bien en camping-car qu'en van. C'est là-dessus, il y a une grosse différence quand même en termes d'espace de vie. Tout simplement, savoir si vivre dans un endroit confiné, très petit, peut vous poser problème. Même si c'est vrai qu'en camping-car ou en van, lorsqu'on bouge, ce qui n'est pas spécialement beaucoup mon cas pour le moment, même si là cet été je vais forcément sortir, tout simplement vivre dans petit, pour beaucoup de gens c'est compliqué. J'ai des amis autour de moi qui je leur ai montré mon camping-car et qui tout simplement, la première réaction ça a été mais c'est trop petit, je pourrais pas, parce que ce sont des personnes qui sont habituées à vivre dans des grands espaces. Et moi, je suis habitué à vivre dans des petits espaces. Alors bien sûr, j'ai vécu dans une maison, j'ai vécu dans tout ça, mais c'est vrai que les petits espaces ne me gênent pas spécialement. Et puis bon, en camping-car, quand tu bouges ou en van, c'est sûr que tu vis vachement dehors. Autre chose, point de vue du camping-car, on va parler de tout ce qui est autonomie, aussi bien électrique, eau ou même les toilettes, qui fait partie d'une certaine autonomie aussi. Alors on va dire que sur celui-ci j'ai un léger souci, je pense que je vais le régler assez rapidement parce que ça me pose des difficultés. C'est tout simplement le réservoir d'eau grise, donc des eaux sales. Une fois que vous avez utilisé l'eau propre, qui est dans un réservoir à part, ça va dans un bac spécial qui s'appelle les eaux grises, ou le bac à eau sale, bref. Et c'est vrai que là-dessus j'ai un gros souci, c'est que j'ai 120 litres d'eau propre. Alors c'est très bien, j'arrive tout à fait à être autonome, même pour 2 personnes, si tu fais des petites douches, si tu fais tout ça, tu peux tenir un certain temps, on va dire un temps convenable. Moi tout seul j'arrive à tenir une semaine et j'utilise environ un peu plus que la moitié des eaux propres. Donc à 2 personnes, forcément tu peux tenir, on va dire, je pense 4 jours facilement en utilisant tout, et c'est vraiment plutôt bien. J'ai vraiment pas de souci sur la contenance de l'eau propre, c'est très bien. Par contre le souci c'est au niveau des eaux grises, je n'ai que 60 litres d'eau grise. J'ai 120 litres d'eau propre mais 60 litres d'eau grise, et c'est vraiment le plus gros problème, c'est que tout simplement même si j'ai 120 litres d'eau propre, les eaux grises ça part très vite. Je veux dire, tu fais une vaisselle,
tu fais une douche convenable, on va dire. Quand je veux dire convenable, bah, ne serait-ce que tu laves tes cheveux, ça prend forcément un peu plus d'eau, tu vois. Et bah, en fait, ça part vraiment vite. Et je suis vraiment bridé en fait par rapport à ça en autonomie. C'est avec les eaux grises tout simplement parce que ben, j'ai beau être économe point de vue des eaux propres. Les eaux grises me posent de grosses difficultés parce que tout simplement c'est petit. Alors ça peut se régler et je pense que c'est quelque chose que je vais faire parce qu'on peut mettre un deuxième réservoir de 40 litres qui me passerait l'autonomie à 100 litres de grise et 120 litres de propre. Je pense que ça peut être pas mal pour au moins pouvoir tenir 2-3 jours à un même emplacement sans avoir une borne de recharge ou une aire pour vider tout simplement ces eaux, hein, comme ici par exemple, hein, quelque part par là. Derrière moi tout simplement il y a un endroit pour vider les eaux. Et c'est vrai que si tu veux être autonome dans un petit endroit, une petite aire, même si c'est une aire aménagée camping-car, mais il n'y a pas spécialement partout des aires pour vidanger, hein, ça peut être aménagé camping-car mais sans avoir de trucs de vidange ou pour remplir l'eau. Ben, du coup c'est vrai que je suis vachement bridé. C'est actuellement vraiment un des points qui me pose le plus problème dessus, c'est pour ça que je pense que je vais y remédier très rapidement. Autre autonomie, une autonomie auquel on ne pense pas spécialement, c'est tout simplement les toilettes. Alors bien sûr si tu pars toujours en camping, hein, les toilettes tu utilises celles du camping, t'as pas de souci, pas besoin de prendre celle du camping-car. Mais je parle vraiment pour ceux qui veulent aller plus dans des aires un peu moins connues, où il y a un peu moins de monde et être vraiment autonome. Ben mine de rien ça part plutôt vite, j'arrive à le gérer, j'ai un transit bien réglé, je pense que vous aurez compris, et ben c'est vrai que je tiens une semaine à moi tout seul. Maintenant je suis vraiment très bien réglé niveau transit, hein, et j'y vais pas spécialement qu'une fois par jour. Et surtout c'est que actuellement, comme vous le savez, je suis proche Paris pour bosser, donc je n'ai pas d'endroit pour tout simplement faire mes besoins, j'ai pas de toilette publique là où je suis. Donc c'est vrai que je fais tout dans le camping-car, ne serait-ce que faire un petit pipi, c'est con, hein, vous faites une petite pissouille à la con, et faut forcément tirer la chasse, et donc ça fait de l'eau qui va dans le réservoir, tout simplement des toilettes, et donc ça se remplit assez vite. Maintenant j'arrive à tenir une semaine, donc pour moi les toilettes ne sont pas un problème. Le gros problème sur ce camping-car et qu'il faut que vous regardiez, je pense, c'est tout simplement aussi bien la taille d'eau propre, donc 120 litres c'est largement bien, et la taille des eaux grises, je n'ai que 60 litres et c'est vraiment pas bien du tout, c'est-à-dire qu'à deux, franchement, même tenir ne serait-ce que une soirée, si tu fais une bonne vaisselle et une bonne douche où les deux se lavent les cheveux, c'est vraiment, ça part très vite et c'est pas agréable du tout. Je vais parler d'une autre autonomie qui est différente cette fois-ci. Tout le monde le sait, les camping-cars ça consomme forcément. Celui-ci est un vieux modèle qui ne consomme pas spécialement énormément par rapport à ce que peut consommer un camping-car, mais il consomme quand même 10 litres au 100. Et il a un petit réservoir, c'est-à-dire que j'ai une autonomie de 550 km, puisque tout simplement je suis tombé en rade d'essence sur l'autoroute, donc forcément je connais maintenant son autonomie. Et c'est vrai que 550 km, je trouve que c'est pas beaucoup, mine de rien. Alors, je dis ça parce que c'est vrai que j'ai été habitué à beaucoup de voitures diesel où tu peux faire environ 800-900 km sans aller en station. Donc c'est vrai que tu divises tout simplement l'autonomie par deux. Et c'est vrai que du coup tu vas vachement à la station. Peut-être que c'est psychologique, hein, mais le fait de toujours aller à la station, ça me gonfle un petit peu. Là, par exemple, tout simplement où je suis en Vendée. Et par rapport à Paris, il y a environ 400 km. Je vais forcément devoir aller faire une voire deux fois le plein, ne serait-ce que pour faire l'aller-retour. En ce qui concerne l'autonomie électrique, pareil, si vous avez vu les différentes vidéos sur la chaîne, vous savez, je suis quasiment 100% autonome électrique. En période d'été, j'ai vraiment aucun souci, même sur Paris. C'est-à-dire que même s'il pleut, j'arrive largement à recharger mes batteries, à me servir de mon ordinateur gaming qui consomme, à mettre un chauffage, à mettre un micro-ondes. J'ai aucun souci puisque je l'ai bien équipé. Donc ça là-dessus, ça ne posera pas de problème. Pour l'hiver, ce sera un peu plus compliqué, mais ça restera notamment tout à fait gérable. J'ai même pas besoin de groupe électrogène pour vous dire, parce que tout simplement les batteries se rechargent vraiment bien. J'ai suffisamment de panneaux solaires, donc là-dessus ça se passe plutôt bien. Après c'est pareil, lorsque vous achetez aussi bien un van qu'un camping-car, regardez bien l'autonomie que vous avez besoin en électricité. Moi tout simplement, ne serait-ce que mon ordinateur gaming, aussi bien pour faire mes montages vidéo que pour jouer, forcément me prend beaucoup d'électricité, du coup j'ai dû mettre une grosse installation. Maintenant pour beaucoup de personnes, juste la batterie moteur avec un petit panneau solaire suffira amplement. C'est-à-dire que pour les lumières du camping-car, j'ai vraiment aucun souci, je suis jamais en rade à me dire ah faut que je fasse attention ou quoi, même en hiver. J'ai commencé cet hiver, en février notamment, je me suis tapé des pluies mais pendant tout le mois sur Paris.
j'ai eu aucun souci d'autonomie électricité. J'arrivais à mettre les lumières, à me servir des pompes. Donc c'était vraiment pas un gros problème pour moi. J'aimerais vous parler d'un petit truc auquel je n'avais par exemple absolument pas pensé lors de l'achat d'un camping-car. C'est tout simplement les péages. Alors vous allez me dire, c'est un peu con quand t'es en camping-car de prendre les autoroutes pour te déplacer. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a des fois, t'as pas envie spécialement de traîner dans différents villages juste pour te rendre à un point précis. C'est le cas par exemple lorsque je suis venu ici, tout simplement Vendée. J'avais vraiment pas envie de faire un itinéraire par des petits villages à pas avancer tout simplement et à mettre toute une journée pour venir alors que par autoroute, il n'y a que 4-5 heures environ. Et c'est un truc auquel je n'ai pas pensé, c'est que tout simplement, un camping-car, ça passe selon la taille, selon le poids, en catégorie 2, 3 ou 4. Le mien est en catégorie 2 puisqu'en fait il est trop haut. C'est pas à cause du poids, c'est juste à cause de la hauteur. Du coup ça fait quand même plutôt cher, hein. Ne serait-ce que pour venir là en Vendée, comme je vous l'ai dit, donc en gros du sud de Paris jusqu'en Vendée. Donc j'ai pris forcément l'autoroute. J'en ai eu en gros pour 50 € de péage et j'ai fait un plein forcément, donc 70 € de diesel. Et ça chiffre vite, mine de rien. Je pars que 5 jours et sur le week-end, donc l'aller plus le retour, je vais en avoir pour en gros 200-250 €, ne serait-ce que de trajet, et ça fait beaucoup. Après, attention, j'ai pris l'autoroute. C'est sûr que j'aurais pu prendre les petites routes et payer moins cher, mais lorsque tu veux vraiment juste te déplacer d'un point A à un point B, c'est vrai que ça peut chiffrer, il faut y penser. Autre exemple, tout simplement, je vais partir au ski, vous le savez, je suis en train d'organiser tout ça, je vous ai fait 2-3 vidéos sur les chauffages, des choses comme ça sur la chaîne, et c'est pareil, je me connais, je vais forcément prendre l'autoroute, et je sais que je vais payer un certain prix. Après maintenant, vous comparez par rapport à y aller en voiture, la location, tout ça, ce sera toujours plus rentable, et ça c'est un point auquel je vais venir. Bon, point de vue rentabilité, c'est vrai que c'est plutôt pratique un camping-car. Vous vous déplacez, quand vous parez une voiture ou une location, ce sera toujours plus rentable un camping-car qu'une location. Maintenant on va parler de l'entretien, c'est aussi un budget et c'est quelque chose auquel je n'avais pas spécialement pensé. Alors l'entretien mécanique bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'entretien des pièces à l'intérieur. Par exemple actuellement j'ai une fuite tout simplement sur ma chasse d'eau et je galère un petit peu à trouver d'où ça vient. Donc tout simplement il va falloir que je fasse les recherches, que j'achète sûrement une pièce spécifique. Et ça c'est de l'entretien basique, c'est pareil. En février tout simplement j'ai une grosse fuite sur le toit que je n'ai pas vu et j'ai dû tout simplement remastiquer tout le toit afin de l'isoler complètement à la pluie. Et donc tout ça c'est des petites choses auxquelles je n'ai pas spécialement pensé en l'achetant et des choses auxquelles il faut faire attention et y penser pour votre budget. Bon, bien sûr, en avantage, vous en doutez, le fait de pouvoir se déplacer plus ou moins quand on veut, à budget réduit, c'est vraiment très agréable et très appréciable. À partir du moment où vous arrivez à vivre dans petit, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour conclure en bilan, je dirais que je suis amplement satisfait de mon expérience nomade en camping-car. Je suis autonome à 100% en électricité, aussi bien été comme hiver, même si c'est plus compliqué en hiver, c'est logique. Et je dirais vraiment les deux gros points faibles pour moi qui me posent le plus problème, auxquels je n'arrive pas à trouver pour le moment, enfin de solution du moins pour une des deux, c'est tout simplement les péages. Ça coûte super cher. Alors si vous pouvez prendre les petites routes, mais comme je vous l'ai dit, quand vous voulez aller d'un point A à un point B, les petites routes c'est un peu énervant, on va pas se le cacher. Si j'ai envie de partir au ski de Paris par exemple jusqu'aux Alpes, par les petites routes j'en ai pour 2 jours quoi. Et j'ai vraiment pas envie de passer 2 jours sur des petites routes, j'ai envie d'y aller directement par l'autoroute. Donc ça c'est moi. Et après le deuxième point négatif tout simplement, c'est tout simplement pour mon camping-car la capacité en eau grise qui n'est que de 60 litres. Alors bien sûr je peux régler ce problème et je vais le régler puisque ça me gonfle de n'avoir que 60 litres, mais c'est quelque chose qui actuellement me gêne beaucoup. Bon et bien voilà les amis, je pense avoir fait le tour de ce petit bilan. J'ai parlé aussi bien de l'autonomie que des points faibles qui me gênaient, l'espace de vie à l'intérieur, la consommation, toutes ces choses-là. Maintenant, si vous avez envie d'acheter un van ou un camping-car, renseignez-vous bien, regardez bien ce dont vous avez réellement besoin, aussi bien en capacité. Si vous êtes quelqu'un qui est toujours qui voulait un camping-car juste pour vous rendre dans des campings tout le temps, l'autonomie en électricité ou en eau, ça vous pose vraiment aucun problème. Si vous êtes quelqu'un qui voulait aller un peu plus dans la nature avec des aires dédiées certes, mais plus sauvages, c'est-à-dire sans électricité, sans eau, et bien tout simplement il faut regarder un peu plus, il faut regarder à avoir tout simplement des capacités plus élevées sur ces camping-cars ou vannes.
Et bien voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Quant à nous, on se retrouve très prochainement, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde et bye les gens.